Maria Clara passa un long moment devant le miroir de la salle de bain, examinant son reflet. Elle avait l'impression de paraître bien plus âgée que la dernière fois qu'elle s'était observée de si près. Les rides autour de ses yeux s'étaient accentuées, les lignes autour de sa bouche étaient plus longues et plus marquées, et des cheveux gris commençaient à apparaître sur ses tempes. Mon Dieu, quelle horreur, murmura Maria Clara, en s'éloignant du miroir. Elle était choquée de voir à quel point elle avait vieilli. Elle n'avait même pas 50 ans, mais d'après son reflet, elle paraissait bien plus vieille. Maman, dépêche-toi. Geraldo a besoin d'utiliser la salle de bain, un coup à la porte ramena Maria Clara à la réalité. Il était 6h30 du matin, et il devait quitter la maison à 7h. Rapidement, elle se brossa les dents, se rinça le visage, appliqua de la crème et regretta de ne pas avoir eu le temps de faire un masque facial. Je n'ai jamais assez de temps pour moi, pensa Maria Clara avec colère en quittant la salle de bain. Ses enfants, Béatrice, 14 ans, Gabriel, 10 ans, et Larissa, 5 ans, étaient alignés dans le couloir. Tu passerais 100 ans là-dedans si tu le pouvais, dit Béatrice avec rudesse, en poussant sa mère et entraînant sa petite sœur Larissa par la main dans la salle de bain. Allez, dépêche-toi, sinon on va être en retard pour l'école. Remercie ta maman pour ça. Merci, cria Larissa, sans être totalement sûre de remercier sa mère pour le potentiel retard pour avoir enfin libéré la salle de bain. Maria Clara soupira lourdement. Chaque jour, il devenait de plus en plus difficile de communiquer avec Béatrice. Sa fille aînée était devenue irrespectueuse et rejetait les opinions de Maria Clara, toujours irritable lorsque sa mère exprimait son point de vue. Qu'est-ce que tu en sais, rétorquait souvent Béatrice avec une grimace de mépris. Ma chérie, je n'ai même pas encore 50 ans, et cela fait un moment que j'ai passé les 40. Maria Clara essayait d'argumenter avec Béatrice, même si elle voyait bien que ces mots n'avaient aucun effet. Béatrice levait simplement les yeux au ciel et faisait des bruits désapprobateurs, montrant clairement qu'elle considérait les opinions de sa mère sans importance. Tu n'as peut-être pas 100 ans, mais tu en as l'air, dit insensiblement Béatrice. T'es-tu regardé dans un miroir récemment? On dirait une vieille femme. Tu te négliges, tu ne te teins pas les cheveux, tu ne fais pas tes ongles, et tu ne sais même pas te maquiller. As-tu vu la mère de Carla? Non? Elle est magnifique, 40 ans, et on dirait qu'elle en a à peine 30. Maria Clara resta silencieuse, bien qu'elle ait voulu gronder Béatrice à propos de la mère de Carla. Non. Celle-ci avait un mari riche qui lui permettait de ne pas travailler et de passer ses journées dans les salons de beauté. En plus, elle avait son propre chauffeur, cuisinière et femme de ménage. Tout était en place pour que la mère de Carla puisse maintenir son apparence. Béatrice, tu sais bien que je ne peux pas me permettre des salons de beauté ou des manucures, essaya d'expliquer Maria Clara, bien qu'elle se sentît embarrassée. Je suis toute seule. Nous avons aussi une grand-mère qui a besoin de soins et de médicaments. Ce n'est pas ma faute si je n'ai pas de mari riche pour payer tous mes soins de beauté. Béatrice regarda sa mère et posa le sandwich qu'elle s'apprêtait à mordre, changeant d'avis pour une raison quelconque. Tu es sérieuse en ce moment, se moqua sa fille aînée. Qui est responsable de notre vie de misérable? Du fait que tu travailles comme réceptionniste dans un hôtel de 3e catégorie? Et que nous vivions à 4 dans 60 mètres carrés. J'ai vu des photos de toi. Quand tu étais jeune, tu étais belle. Pourquoi n'as-tu pas épousé un homme décent? Où est mon père? Quelqu'un comme le père de Carla? Non. Pourquoi tu restes silencieuse, maman? Maria Clara ressentit l'envie de s'emporter contre sa fille, mais en tant que mère de 3 enfants, elle avait appris depuis longtemps la règle de compter jusqu'à 10 chaque fois qu'elle ressentait l'impulsion de faire quelque chose de brusque qui pourrait mener à des drames et des problèmes. Elle compta jusqu'à 10 dans sa tête, et à la fin, ses nerfs étaient plus calmes, et l'envie d'agir sous l'impulsion de la colère avait disparu. La règle fonctionnait toujours, et elle fonctionna cette fois. Tu ne devrais pas parler de ton père de cette façon, dit Maria Clara lentement, en articulant chaque mot tout en faisant tourner le reste de son thé dans sa tasse. Tu sais que ton père, Carlos, est décédé il y a des années.
Carlos n'était pas mon père, répliqua Béatrice, forçant sa mère à appliquer de nouveau la règle. Dédie. Juste parce que j'avais 5 ans quand toi et lui vous êtes rencontrés et avez commencé votre vie ensemble ne signifie pas que je n'ai pas d'autres souvenirs. Carlos était le père de Larissa, pas le mien. Alors ne m'associe pas à quelque chose qui ne me concerne pas. Maria Clara soupira, réalisant que discuter avec sa fille était inutile. Chaque jour, Béatrice devenait plus insolente, impolie et arrogante. Ses traits étaient autrefois absents chez elle. Maria Clara voyait en Béatrice une ressemblance frappante avec Rosa, sa grand-mère paternelle. Étrangement, chaque année qui passait, Béatrice ressemblait de plus en plus à Rosa. Ce qui faisait craindre à Maria Clara que sa fille ne devienne le monstre que sa grand-mère avait été. Carlos t'a élevé depuis l'âge de 5 ans et t'a traité pendant des années comme sa propre fille, dit Maria Clara. Ça, c'était son problème, répliqua Béatrice avec défi. Je ne l'ai jamais vu comme mon père, je ne l'ai jamais appelé « papa », et il le savait très bien. Maman, pourquoi insistes-tu pour dire qu'il était mon père? Nous savons toutes les deux que ce n'est pas vrai. Parce que nous étions une famille, essaya d'expliquer Maria Clara. Ne sois pas ridicule, ricana Béatrice. Quelle famille? Il t'a trompé, et tu as laissé passer ça. Nous n'avons jamais été une famille. Maria Clara ressentit une vague de colère. Chaque phrase prononcée par sa fille aînée lui faisait l'effet d'un coup, comme si Béatrice utilisait intentionnellement ces mots pour infliger de la douleur à sa mère, prenant plaisir à l'humiliation. Maria Clara n'en revenait pas des paroles sortant de la bouche de sa fille bien-aimée, cette même fille pour laquelle elle s'était embattue. Mais discuter avec Béatrice ne servait à rien, car elle était convaincue de savoir plus de choses sur la vie que sa mère. Béatrice voyait Maria Clara comme une ratée, une femme qui n'avait rien accompli. Maria Clara était mère de 3 enfants, travaillant seule, avec un emploi solitaire et la responsabilité de s'occuper d'une belle-mère malade. Pour Béatrice, sa mère n'avait aucune autorité, chaque mot que Maria Clara prononçait était accueilli par de la résistance et souvent se terminait en insultes ou en disputes violentes. La matinée se déroula comme d'habitude. Quand Béatrice et sa petite sœur Larissa sortirent de la salle de bain, Maria Clara avait déjà préparé le petit déjeuner. Elle déposa 3 bols de bouillie, des tranches de pain et du lait tiède sur la table. Encore du lait tiède, se plaignit Béatrice, repoussant le verre. Sa petite sœur fit de même, ne laissant que Gabriel apprécier sa bouillie, son pain et son lait. Le lait n'est pas tiède. Il sort du frigo, répondit Maria Clara d'un ton ferme. Le comportement défiant de Béatrice commençait à l'irriter, surtout qu'elle l'affichait devant sa petite sœur Larissa, qui adorait Béatrice. Maria Clara craignait que Larissa ne commence à voir Béatrice comme un modèle. Sur certains points, Béatrice pouvait être un bon exemple, mais certainement pas dans son attitude ni dans la façon dont elle parlait à sa mère. La bouillie est toute collante, objecta Béatrice. La cuisine, ce n'est vraiment pas ton fort. Maria Clara serra les dents, puis décida soudain qu'elle en avait assez des plaintes de sa fille aînée. Silencieusement, elle s'approcha de la table, prit le bol de bouillie et le verre de lait de Béatrice et les enleva. Le visage de Béatrice montra de la surprise. « Tu vas me laisser sans petit déjeuner ?» demanda-t-elle sarcastiquement. Maria Clara regarda sa fille avec curiosité. « Et que devrais-je faire ? Préparer un repas séparé. Pour toi pendant que tout le monde mange sa bouillie en silence et risque d'être en retard à l'école ? Si tu avais bien cuisiné, tu n'aurais pas perdu de temps et d'ingrédients, murmura Béatrice. Si tu n'es pas satisfaite de ma cuisine, alors lève-toi plus tôt et cuisine pour toi-même. Mettons. Réveille à 5 heures du matin et prépare ton repas. Pourquoi me regardes-tu ainsi ? Surprise. Par ma suggestion ? Béatrice quitta brusquement la table et disparut dans une autre pièce. Larissa, qui avait silencieusement observé le conflit entre sa mère et sa sœur aînée, touillait paresseusement sa cuillère dans sa bouillie, parvenant à n'en avaler qu'une seule bouchée. Irritée par sa fille aînée, Maria Clara prit le bol de Larissa et le jeta dans l'évier avec fracas, puis donna des ordres, « Préparez-vous. On part. » Larissa,
tu mangeras à la garderie. Gabriel, arrête. De manger autant de pain, tu en es à ta 3e tranche. Tes pantalons vont éclater. Gabriel regarda sa mère d'un air contrarié mais continua de mâcher. Maria Clara observait ses enfants avec un regard fatigué, puis s'appuya contre le réfrigérateur et ferma les yeux. Il n'était que 6h30 du matin et elle était déjà épuisée. Elle se demanda où elle trouverait la force de travailler pendant des heures, faire les courses, préparer le dîner, aider Gabriel avec ses devoirs, coucher Larissa et se préparer pour une autre journée difficile. Ils quittèrent tous les 4 la maison. Il fallut environ 10 minutes à Maria Clara pour chauffer la voiture avant de pouvoir partir. « Dépose-moi au coin de la rue » demanda Béatrice. Maria Clara fut surprise. « Pourquoi? Tu vas au magasin ?» Béatrice secoua la tête. « Je ne veux pas que mes camarades voient dans quel genre de voiture on roule. »« Cette voiture est très bien » intervint Gabriel depuis le siège arrière. Maria Clara sourit légèrement à son fils dans le rétroviseur. « Ce n'est pas une voiture, c'est une boîte de conserve. Ce n'est pas parce que toi tu aimes y rouler que moi aussi. Contrairement à toi, je n'ai pas envie de passer pour une mendiante, répliqua Béatrice. Maria Clara serra davantage le volant, comptant silencieusement jusqu'à 10. Béatrice devenait de plus en plus difficile à gérer. Quand était-elle devenue si amère? Je ne ressemble pas à un mendiant, dit Gabriel, blessé. Maria Clara regarda son fils dans le miroir et lui fit un clin d'œil. Bien sûr que non. Tu es un bon garçon, lui dit-elle, puis remarqua le sourire sarcastique de sa fille aînée. Tu disais ça à tous tes hommes? Tu pensais qu'ils étaient intelligents pendant qu'ils te prenaient pour la dernière des idiotes, demanda Béatrice. Maria Clara freina brusquement, ralentissant la voiture d'un coup. Elle se tourna vers Béatrice, les yeux brûlants de colère. Tu as dit ça exprès. Descends. Sors de la voiture. Quoi? Descendre où? Les yeux de Béatrice s'ouvrirent de surprise. Tu n'es qu'à 200 mètres de l'arrêt de bus. Prends le bus pour aller à l'école. Je ne supporte plus de te voir ni de t'entendre. Tu m'as tellement épuisé ce matin que je ne peux plus te supporter. Tu me jettes dehors dans le froid juste parce que tu n'arrives pas à supporter la vérité? La voix de Béatrice tremblait d'indignation. La vérité? Qui a dit que tu disais la vérité? Qui t'a désigné juge de la vérité? Oh, va au diable, cria Béatrice, puis attrapa son sac d'école et sortit de la voiture en claquant la porte derrière elle. Maria Clara regarda en arrière et vit les yeux de sa plus jeune fille remplis de confusion et de larmes. Larissa, pourquoi pleures-tu? Demanda Maria Clara, forçant un sourire qui lui semblait peu naturel. Tu as chassé Béatrice? Demanda Larissa, la lèvre inférieure tremblante. Maria Clara se sentit mal en voyant sa plus jeune fille bouleversée. Elle était fatiguée de tolérer les caprices de Béatrice et n'avait plus ni la force ni la volonté de les supporter. Jusqu'à quand pourrait-elle permettre à Béatrice de lui parler ainsi? Submergée par les défis constants de la vie quotidienne, le manque d'argent et les erreurs du passé, elle se sentait complètement épuisée. Elle n'avait personne à qui confier sa vie ni sa relation avec sa fille. Ses amis étaient plus hauts, moins installés, sa mère était décédée depuis longtemps et sa sœur vivait dans une autre ville. Leurs appels se résumant à des nouvelles sèches sur la vie. Larissa, je n'ai pas chassé Béatrice. Elle a décidé de prendre le bus elle-même, répondit Maria Clara, essayant de garder une voix douce. Elle ne voulait pas que sa plus jeune fille finisse comme l'aînée. Si cela arrivait, Maria Clara se considérait comme un échec total pour n'avoir pas pu élever ses enfants en de bonnes personnes. Tu lui as crié dessus, et il fait froid dehors, renifla Larissa. C'est Béatrice qui crie tout le temps sur maman, intervint Gabriel. Maria Clara regarda son fils avec gratitude. Malgré les difficultés avec sa fille aînée, son fils était merveilleux. Maria Clara regarda l'horloge et sursauta, elle manquait de temps. Elle devait déposer les enfants à la garderie et à l'école, puis se rendre au travail en centre-ville. Ayant enfin terminé toutes ses tâches matinales, Maria Clara se précipita à l'hôtel, arrivant à peine à temps pour son service à la réception.
Tu es arrivé de justesse, remarqua sa collègue. Il est presque 8 heures. Tu veux te faire virer? Maria Clara secoua la tête, reprenant son souffle tout en déroulant l'écharpe autour de son cou. Son patron détestait les retards et toute infraction aux règles du travail, menaçant souvent de licenciement immédiat ou de sanctions disciplinaires, ce qui affectait inévitablement la prime mensuelle. Vu la situation financière de Maria Clara, elle comptait beaucoup sur cette primée. Faisait tout son possible pour éviter les sanctions. J'ai eu du mal à trouver une place de parking, tenta-t-elle d'expliquer. Après s'être changée en uniforme et avoir pris sa place à l'accueil, la superviseuse autoritaire apparut à l'entrée. Elle jeta un coup d'œil à Maria Clara et à sa collègue, puis à l'horloge, et leur fit un signe de tête en guise de salutation. Les deux femmes soupirèrent de soulagement lorsque la superviseuse partit. Maria Clara, qui venait d'arriver au travail, regarda avec envie sa collègue rentrer chez elle. Elle aurait aimé pouvoir faire de même, nettoyer la maison, préparer le déjeuner et le dîner, laver les vêtements, et se détendre devant la télévision avec des chips et du jus. Mais à la place, elle avait une longue journée de travail devant elle, suivie d'une course pour rentrer à la maison. Faire les courses, cuisiner, nettoyer, se disputer avec Béatrice et essayer de garder son sang-froid. Après le travail, comme prévu, Maria Clara s'arrêta au supermarché pour acheter des provisions puis rentra chez elle. Il était presque 19 heures. À sa grande surprise, seule Gabrielle et Larissa étaient à la maison. « Où est Béatrice ?» demanda Maria Clara en déballant les courses. « Qu'est-ce qu'on mange ?» demanda Gabrielle avec impatience, toujours affamée et pressée de manger. Maria Clara essayait de penser à quelque chose de rapide et facile à préparer pour le dîner. Mais ses pensées revenaient sans cesse à sa fille aînée. « Gabrielle, où est Béatrice ?» « Elle est sortie se promener », répondit son fils en haussant les épaules. « Je ne sais pas. Elle a récupéré Larissa à la garderie, pris un sac et est partie. » « Un sac ?» Maria Clara s'arrêta dans ses gestes. Pourquoi aurait-elle besoin d'un sac? Quel genre de sac? Le marron qu'elle prend habituellement pour la gym. Maria Clara jeta un œil à l'horloge. Il était 18h45. Où sa fille aînée pouvait-elle bien être allée? Avec son sac de sport, qui était assez grand. Gabrielle, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle ne m'a rien dit, marmonna son fils. Comme si Béatrice me disait jamais quoi que ce soit. Maria Clara attrapa le téléphone et composa le numéro de sa fille. Malgré les sonneries prolongées, Béatrice ne répondit pas furieuse et marmonnant des jurons à mi-voix. Maria Clara était prête à enfreindre sa règle des 10 et à donner une leçon à sa fille dès son retour. La règle était que Béatrice devait être à la maison avant 22 heures. Si elle devait être en retard, elle devait en informer sa mère. Mais Béatrice n'avait envoyé aucun message, laissant Maria Clara à la fois inquiète et bouillonnante de frustration. Après plusieurs tentatives infructueuses de joindre sa fille, Maria Clara commença à paniquer. La première neige tombait dehors, et Béatrice était probablement dehors en basket et avec une veste légère, essayant sans doute de prouver quelque chose à sa mère. Enfant ingrate, pensa Maria Clara en préparant le dîner, regrettant son emportement du matin. Elle aurait dû rester calme, après tout, elle savait comment Béatrice était. À 22 heures, après avoir couché Larissa, Maria Clara continua d'essayer de joindre sa fille aînée. Le téléphone de Béatrice restait silencieux. Les pensées de Maria Clara se remplirent de terreur. Imaginant les pires scénarios. Et si Béatrice avait eu un accident, s'était retrouvée en mauvaise compagnie, ou pire encore, avait fait quelque chose de grave. Et si elle était en danger? Quelque part, dans un état terrible? Juste au moment où Maria Clara s'apprêtait à appeler la police, un message arriva de Béatrice. Ne me cherche pas. Je suis chez une amie. Le message était court et vague. Quelle amie? Combien de temps comptait-elle rester? Allait-elle rentrer? Et quand? Alors que Maria Clara réfléchissait à ces questions, elle appela de nouveau sa fille, mais il n'y eut aucune réponse. Quelle amie? Pourquoi ne rentres-tu pas à la maison? Maria Clara lui envoya un message. J'en ai marre de toi et de la vie qu'on mène.
Récupère Larissa à la garderie demain et règle tes propres problèmes, répondit Béatrice, son message rempli de colère et de ressentiment. Béatrice était toujours mécontente de leur mode de vie. À ses yeux, ses amis avaient bien plus que ce que Maria Clara ne pourrait jamais offrir. Malgré tous les efforts de Maria Clara, Béatrice était constamment insatisfaite de ce qu'elles avaient ou plutôt, de ce qu'elles n'avaient pas. Un nouveau téléphone, des vacances à la plage, un père, sa propre chambre, les belles choses que ses amis et Internet exhibaient. Dans la solitude de la salle de bain, Maria Clara pleurait sans pouvoir se retenir. Malgré tous ses efforts pour être une bonne mère, contrairement à la sienne, elle avait l'impression d'avoir échoué avec sa fille. Béatrice la méprisait, la voyant comme un échec et une ratée. Les hommes avec qui Maria Clara avait été impliquée au fil des ans étaient soit mariés, soit des bons à rien. Des ivrognes en quête d'un peu d'ego. Qui voudrait d'une femme approchant la cinquantaine? Avec 3 enfants? En sortant de la salle de bain, Maria Clara tomba sur Gabriel, qui, étonnamment, était encore éveillé et errait dans le couloir. « Pourquoi tu n'es pas encore au lit ?» demanda Maria Clara, inquiète. « Tu pleurais, pas vrai ?» demanda Gabriel, soucieux. Maria Clara réalisa que son visage marqué par les larmes l'avait trahi. « Va te coucher, Gabriel » dit-elle en lui caressant doucement la tête, mais il se dégagea brusquement et la regarda attentivement. « Tu pleurais à cause de Béatrice, pas vrai ?» demanda-t-il. Maria Clara hocha simplement la tête, laissant échapper un long soupir. Même un garçon de 10 ans pouvait sentir la tension entre elle et sa fille aînée. « Je m'inquiète pour elle » avoua Maria Clara. Soudain, Gabriel s'avança et étreignit sa mère avec force. « Maman, ne pleure pas à cause de Béatrice. Elle est juste méchante, dit-il. » Maria Clara ne réussit qu'à esquisser un sourire triste en serrant son fils contre elle. Elle est juste jalouse de tout le monde, et c'est pour ça qu'elle est méchante. Elle n'est pas méchante, elle n'a juste pas ce que les autres ont, essaya d'expliquer Maria Clara. Gabriel se détacha de sa mère et secoua la tête. Non, maman. Elle a tout. Qu'est-ce qu'elle n'a pas? Elle a une maison, de la nourriture, toi, moi, Larissa. Qu'est-ce qu'il lui faut de plus? Probablement un nouveau smartphone, dit Maria Clara en souriant, bien qu'elle n'ait pas l'argent pour en acheter un. Alors qu'elle sorte et le gagne elle-même, répondit Gabriel avec du ressentiment dans la voix. Tu n'as pas besoin de lui acheter un téléphone cher. Qu'elle travaille pour l'avoir. Elle a dit quelque chose à propos de Carla et du fait que sa mère la faisait travailler pour qu'elle puisse acheter ce qu'elle voulait, dit Maria Clara, surprise en regardant son fils. Carla travaille? Où est-ce qu'elle travaille? Elle distribue des prospectus dans un centre commercial et travaille pour l'entreprise de son père à faire des trucs avec des documents. Il la paie pour ça. Et Béatrice pense que tu devrais tout lui acheter gratuitement. Ce n'est pas juste. Tu sais où elle est maintenant? Demanda Maria Clara avec espoir. Aucune idée. Peut-être avec son petit copain, répondit Gabriel. Maria Clara le regarda, étonnée. Petit copain. Béatrice a un petit copain. Gabriel hocha la tête. Béatrice pense que je suis naïf, que je suis stupide, mais je l'ai vu avec un gars de la terminale. Il se serrait dans les bras. Elle pense qu'elle est si mature. C'est pour ça qu'elle te parle de cette manière. Elle pense qu'on est tous stupides, même Larissa. Mais ce n'est pas juste. On n'est pas stupide. Non, bien sûr que non, répondit Maria Clara, de plus en plus inquiète. Elle n'avait jamais soupçonné que sa fille aînée avait un petit copain. Peut-être que Gabriel avait mal compris, ou peut-être qu'il avait supposé que Béatrice avait un copain simplement parce qu'il l'avait vu enlacer quelqu'un. Cela ne signifiait pas forcément que Béatrice était sérieusement impliquée avec ce garçon. Maria Clara passa une nuit agitée, se tournant et se retournant jusqu'au matin. Elle se réveilla épuisée, comme si elle n'avait pas dormi du tout. Après s'être lavé le visage, elle prépara le petit déjeuner pour ses enfants. Elle les déposa à la garderie et à l'école, et ne pouvait s'empêcher de penser à sa fille aînée. Si elle pouvait remonter le temps,
Maria Clara ferait tout pour que sa fille ne soit pas si pleine de ressentiment, excessivement indépendante et supérieure aux autres. Qu'est-ce qui ne va pas, lui demanda son collègue en la voyant à la réception ce matin-là. On dirait que tu t'es fait rouler dessus par un camion. Pour être honnête, c'est exactement comme ça que je me sens, répondit Maria Clara, attrapant son reflet dans le miroir du hall de l'hôtel. Elle fut surprise de voir des cernes, des rides plus profondes, et des cheveux en désordre, tout cela à cause d'une adolescente de 14 ans qui pensait être trop grande. Pourquoi tu ne prends pas un jour de congé maladie? Notre patron serait furieux de te voir. Comme ça. Je vais juste prendre un café, et ça ira, répondit Maria Clara, mais le café ne l'aida pas. Des vagues de fatigue la submergeaient, et ses paupières devenaient lourdes. Maria Clara ne cessait de bâiller en regardant l'horloge, souhaitant que les aiguilles bougent plus vite pour qu'elle puisse terminer sa journée de travail épuisante. Maria Clara savait qu'elle devait contacter l'enseignant de Béatrice pour vérifier si sa fille aînée était allée à l'école. Cependant, son supérieur interdisait strictement l'utilisation du téléphone pendant les heures de travail. Elle avait peur de prendre le risque, sachant que toute violation pourrait entraîner des sanctions disciplinaires et peut-être la perte de sa prime. « Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui » lui demanda sa superviseure quand Maria Clara laissa échapper un large bâillement, pensant que personne ne la voyait, et couvrant rapidement sa bouche. Maria Clara sentit son visage devenir pâle. « Je suis désolée, Francisca, s'excusa-t-elle, essayant de deviner, à l'expression de sa superviseur, si elle allait perdre sa prime ou être renvoyée pour un simple bâillement. « Je suis juste fatiguée. »« Tu n'as même pas le droit d'être fatiguée en milieu de journée, » répondit la femme sévèrement. « Tu sais que le client de la chambre 212 n'a toujours pas quitté les lieux, et il est déjà 14 heures. » Maria Clara ressentit un frisson. En effet, il était plus de 14 heures, et elle avait oublié le client. Problématique qui avait été signalée ce matin-là. Il était arrivé à l'hôtel ivre la veille, et il était clair qu'il allait poser des problèmes. « Je suis désolé, Francisca, je m'en occupe tout de suite, » assura Maria Clara. « Évidemment que tu t'en occupes, » rétorqua Francisca en regardant Maria Clara avec un air de mécontentement évident. « Et si je ne te l'avais pas rappelé, que se serait-il passé? Il aurait dormi trop longtemps et serait parti sans payer une nuit supplémentaire. Je ne suis pas satisfaite de ton travail ces derniers temps. Ressaisis-toi, ou je recommanderai ton renvoi. » Maria Clara ne pouvait pas laisser cela arriver. Être au chômage avec 3 enfants et une belle-mère malade était impensable. Trouver un emploi décent avec un revenu stable était déjà un défi dans sa petite ville. Maria Clara se précipita vers la chambre 212 et, après bien des difficultés, parvint à réveiller le client endormi. Elle passa ensuite plus d'1 heure à lui expliquer qu'il devait payer pour la nuit supplémentaire. « Pas question, » protesta-t-il en secouant la tête. « Ce n'est pas ma faute si personne ne m'a réveillé. C'est votre problème, pas le mien. Je ne paierai pas. » Lorsque le client finit par partir, près de 2 heures en retard et sans accepter de payer la nuit supplémentaire, Francisca était furieuse. Maria Clara pleurait en écoutant les mots durs de sa patronne, qui décida de déduire le coût de la nuit supplémentaire du salaire de Maria Clara. « Mais c'est une grosse somme », calcula mentalement Maria Clara, réalisant que c'était presque le montant de son service entier. Il n'était que quelques heures en retard. Le nouveau client n'est pas encore arrivé, et la chambre sera prête d'ici là. Laissez-moi juste payer pour ces heures, s'il vous plaît, supplia-t-elle. Non, répondit fermement Francisca. Je ne fais pas cela parce que je suis cruel. Je le fais pour que tu prennes plus au sérieux tes responsabilités au travail. Après ton service, viens me voir pour signer la demande de déduction de ton paiement. Maria Clara ne put plus se retenir et éclata en sanglots devant sa superviseure. Mais où était la justice? Pourquoi tout semblait-il si insupportablement lourd aujourd'hui avec sa fille, les problèmes au travail, et son état mental? Où pouvait-elle trouver la force de supporter tous ces fardeaux sans perdre espoir? Ce soir-là, Béatrice ne rentra pas encore à la maison,
mais elle avait récupéré sa petite sœur à la garderie. Larissa ne pouvait fournir aucun détail sur Béatrice, où elle était ou dans quel état d'esprit elle se trouvait. Gabriel, son autre enfant, informa leur mère que Béatrice avait pris plus de ses affaires, ce qui indiquait une chose, la jeune fille têtue n'avait pas l'intention de rentrer à la maison. Maria Clara passa toute la nuit à essayer de contacter sa fille, mais Béatrice refusait de répondre au téléphone. Désespérée, Maria Clara se rendit à l'école de Béatrice le lendemain matin pour parler à son enseignante et voir sa fille. Béatrice n'est pas venue à l'école depuis 3 jours, dit l'enseignante, inquiète. Je pensais qu'elle était malade. Maria Clara était stupéfaite. Elle découvrit que Béatrice s'était non seulement éloignée de la famille, mais aussi de ses études. Madame Walsh, savez-vous où se trouve votre fille, demanda l'enseignante. Maria Clara ne put répondre et éclata en sanglots. Elle a quitté la maison, réussit-elle à dire. Entre deux sanglots, acceptant un mouchoir de l'enseignante. Nous traversons une période difficile à la maison. Béatrice est hors de contrôle. Je vais devoir en informer le directeur, dit l'enseignante, mais Maria Clara la regarda avec des yeux suppliants. S'il vous plaît, ne dites rien. Je vais retrouver ma fille. Je ferai tout pour la ramener à la raison. Je vous en supplie, aidez-moi. L'expression de l'enseignante s'adoucit. D'accord, mais vous devez régler cela avec votre fille. D'ici la fin de la semaine. Si l'école découvre que j'étais au courant des problèmes de votre famille et que je n'ai rien signalé, je pourrais avoir des ennuis aussi. L'esprit de Maria Clara était envahi de pensées sur ce qu'elle devait faire ensuite. Où devait-elle aller? Que devait-elle faire? Elle attrapa son téléphone et envoya un message à sa fille, si tu ne te présentes pas à l'école demain, les services sociaux pourraient t'emmener. Est-ce que c'est ce que tu veux? Quelques minutes plus tard, sa fille répondit, j'irai à l'école, mais seulement pour éviter d'être ramenée chez toi par les services sociaux. Elle les déposa à la garderie et à l'école, et ne pouvait s'empêcher de penser à sa fille aînée. Si elle pouvait remonter le temps, Maria Clara ferait tout pour que sa fille ne soit pas si pleine de ressentiment, trop indépendante et supérieure aux autres. Qu'est-ce qui ne va pas, lui demanda son collègue en la voyant à la réception ce matin-là. On dirait que tu t'es fait rouler dessus par un camion. Pour être honnête, c'est exactement ce que je ressens, répondit Maria Clara, captant son reflet dans le miroir du hall de l'hôtel. Elle fut surprise de voir des cernes, des rides plus profondes et des cheveux en désordre, tout cela à cause d'une fille de 14 ans qui se croyait trop grande. Pourquoi ne prends-tu pas un jour de maladie? Notre patronne serait furieuse de te voir dans cet état. Je vais juste prendre un café, et ça ira, dit Maria Clara, mais le café ne l'aida pas. Des vagues de fatigue l'envahissaient, et ses paupières devenaient lourdes. Maria Clara ne cessait de bâiller en regardant l'horloge, souhaitant que les aiguilles avancent plus vite pour qu'elle puisse terminer sa journée de travail épuisante. Maria Clara savait qu'elle devait contacter l'enseignante de Béatrice pour vérifier si sa fille aînée était allée à l'école. Cependant, son supérieur interdisait strictement l'utilisation du téléphone pendant les heures de travail. Elle avait peur de prendre le risque, sachant que toute violation pourrait entraîner des sanctions disciplinaires et peut-être la perte de sa prime. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Lui demanda sa superviseure quand Maria Clara laissa échapper un large bâillement, pensant que personne ne la voyait, et couvrant rapidement sa bouche. Maria Clara sentit son visage devenir pâle. Je suis désolée, Francisca, s'excusa-t-elle, essayant de deviner, à l'expression de sa superviseur, si elle allait perdre sa prime ou être renvoyée pour un simple bâillement. Je suis juste fatiguée. Tu n'as même pas le droit d'être fatiguée en milieu de journée, répondit la femme. Sévèrement. Tu sais que le client de la chambre 212 n'a toujours pas quitté les lieux, et il est déjà 14 heures. Maria Clara ressentit un frisson. En effet, il était plus de 14 heures, et elle avait oublié le client problématique qui avait été signalé ce matin-là. Il était arrivé à l'hôtel ivre la veille, et il était clair qu'il allait poser des problèmes. Je suis désolé, Francisca, je m'en occupe tout de suite, assura Maria Clara.
Évidemment que tu t'en occupes, rétorqua Francisca en regardant Maria Clara avec un air de mécontentement évident. Et si je ne te l'avais pas rappelé, que se serait-il passé? Il aurait dormi trop longtemps et serait parti sans payer une nuit supplémentaire. Je ne suis pas satisfaite de ton travail ces derniers temps. Ressaisis-toi, ou je recommanderai ton renvoi. Maria Clara ne pouvait pas laisser cela arriver. Être au chômage avec 3 enfants et une belle-mère malade était impensable. Trouver un emploi décent avec un revenu stable était déjà un défi dans sa petite ville. Maria Clara se précipita vers la chambre 212 et, après bien des difficultés, parvint à réveiller le client endormi. Elle passa ensuite plus d'1 heure à lui expliquer qu'il devait payer pour la nuit supplémentaire. Pas question, protesta-t-il en secouant la tête. Ce n'est pas ma faute si personne ne m'a réveillé. C'est votre problème, pas le mien. Je ne paierai pas. Lorsque le client finit par partir, près de 2 heures en retard et sans accepter de payer la nuit supplémentaire, Francisca était furieuse. Maria Clara pleurait en écoutant les mots durs de sa patronne, qui décida de déduire le coût de la nuit supplémentaire du salaire de Maria Clara. Mais c'est une grosse somme, calcula mentalement Maria Clara, réalisant que c'était presque le montant de son service entier. Il n'était que quelques heures en retard. Le nouveau client n'est pas encore arrivé, et la chambre sera prête d'ici là. Laissez-moi juste payer pour ces heures, s'il vous plaît, supplia-t-elle. Non, répondit fermement Francisca. Je ne fais pas cela parce que je suis cruel. Je le fais pour que tu prennes plus au sérieux tes responsabilités au travail. Après ton service, viens me voir pour signer la demande de déduction de ton paiement. Maria Clara ne put plus se retenir et éclata en sanglots devant sa superviseure. Mais où était la justice? Pourquoi tout semblait-il si insupportablement lourd aujourd'hui avec sa fille, les problèmes au travail, et son état mental? Où pouvait-elle trouver la force de supporter tous ces fardeaux sans perdre espoir? Ce soir-là, Béatrice ne rentra pas encore à la maison, mais elle avait récupéré sa petite sœur à la garderie. Larissa ne pouvait fournir aucun détail sur Béatrice, où elle était ou dans quel état d'esprit elle se trouvait. Gabriel, son autre enfant, informa leur mère que Béatrice avait pris plus de ses affaires, ce qui indiquait une chose, la jeune fille têtue n'avait pas l'intention de rentrer à la maison. Maria Clara passa toute la nuit à essayer de contacter sa fille, mais Béatrice refusait de répondre au téléphone. Désespérée, Maria Clara se rendit à l'école de Béatrice le lendemain matin pour parler à son enseignante et voir sa fille. Béatrice n'est pas venue à l'école depuis 3 jours, dit l'enseignante, inquiète. Je pensais qu'elle était malade. Maria Clara était stupéfaite. Elle découvrit que Béatrice s'était non seulement éloignée de la famille, mais aussi de ses études. Madame Walsh, savez-vous où se trouve votre fille? Demanda l'enseignante. Maria Clara ne put répondre et éclata en sanglots. Elle a quitté la maison, réussit-elle à dire. Entre 2 sanglots, acceptant un mouchoir de l'enseignante. Nous traversons une période difficile à la maison. Béatrice est hors de contrôle. Je vais devoir en informer le directeur, dit l'enseignante, mais Maria Clara la regarda avec des yeux suppliants. S'il vous plaît, ne dites rien. Je vais retrouver ma fille. Je ferai tout pour la ramener à la raison. Je vous en supplie, aidez-moi. L'expression de l'enseignante s'adoucit. D'accord, mais vous devez régler cela avec votre fille. D'ici la fin de la semaine. Si l'école découvre que j'étais au courant des problèmes de votre famille et que je n'ai rien signalé, je pourrais avoir des ennuis aussi. L'esprit de Maria Clara était envahi de pensées sur ce qu'elle devait faire ensuite. Où devait-elle aller? Que devait-elle faire? Elle attrapa son téléphone et envoya un message à sa fille. Si tu ne te présentes pas à l'école demain, les services sociaux pourraient t'emmener. Est-ce que c'est ce que tu veux? Quelques minutes plus tard, sa fille répondit, j'irai à l'école, mais seulement pour éviter que les services sociaux me ramènent à toi. Elle avait mis en majuscule le mot « toi » pour bien montrer qu'elle avait quitté la maison à cause de sa mère. Pendant la pause,
Maria Clara approcha une amie de Carla et lui demanda. « Sais-tu où est Béatrice ?» Mais la fille la repoussa. « Madame Walsh, arrêtez de m'interroger. Résolvez les problèmes de votre fille toute seule et laissez-moi en dehors de ça. »« Je ne t'ennuierai plus, » promit Maria Clara, désespérée de découvrir la vérité sur la vie de sa fille aînée. « Dis-moi simplement où elle habite. »« Je n'irai pas là-bas, mais j'ai besoin de savoir. »« Tu ne comprends pas ce que c'est de perdre une fille. Vous n'avez pas perdu Béatrice, haussa les épaules Carla. Elle vous a quitté. Volontairement. Honnêtement, je comprends pourquoi. Vous étiez trop strict avec elle, avec vos règles. »« J'étais strict ?» demanda Maria Clara, surprise. « Qu'est-ce qu'elle t'a dit ?» Carla resta silencieuse. « Désolé, Madame Walsh, mon prochain cours va commencer. Et pour que vous le sachiez, Béatrice ne vit pas avec moi, alors ne la cherchez pas chez moi. Elle ne vit pas non plus avec une autre fille. » Maria Clara s'appuya, épuisée, contre le mur froid et ferma les yeux. Sa fille de 14 ans pensait apparemment qu'elle était adulte. Elle vivait probablement avec un garçon, qui s'avérerait sûrement être un idiot. Qu'est-ce qui passait par la tête de Béatrice? Que faisait-elle? À quoi pensait-elle? Maria Clara ne cessait de se poser des questions sur les pensées et les actions de sa fille. À ce moment-là, elle reçut un appel de l'infirmière de sa belle-mère. La soignante travaillait chez la femme pendant les jours de travail de Maria Clara. Aujourd'hui, c'était le jour de congé de Maria Clara, et elle était censée remplacer la soignante. Entre l'école et ses inquiétudes à propos de Béatrice, Maria Clara avait perdu la notion du temps. « Elena, je suis en route », cria-t-elle presque au téléphone. « S'il vous plaît, soyez patiente. Pendant environ 30 minutes. Je m'arrêterai à la pharmacie et j'arriverai tout de suite. » Madame Walsh, la voix de la femme était réprobatrice. Nous avions un accord. J'ai mes propres plans et choses à faire. Maria Clara soupira. Comme si ses problèmes avec sa fille et au travail ne suffisaient pas, elle devait maintenant gérer le mécontentement de la soignante. Maria Clara appréciait énormément Elena pour cuisiner, nettoyer, traiter les escarres, administrer des injections, et même réhabiliter partiellement sa belle-mère, qui avait eu un AVC il y a 2 ans, entraînant une perte totale de la sensation dans ses jambes. Elena attendait Maria Clara dans le couloir, prête à partir pour ses propres affaires. « Madame Walsh, ne refaites plus ça, s'il vous plaît. » Maria Clara s'excusa, lui remit l'argent, puis se rendit dans la chambre où sa belle-mère se reposait. Toute la maison sentait la maladie et les médicaments. Être dans cet appartement était toujours un défi mental pour Maria Clara. Sabrina était allongée dans son lit, lisant un livre. En voyant Maria Clara, elle lui fit un faible sourire. « Bonjour, ma chère. »« Bonjour, Sabrina. Comment te sens-tu, ma douce ?»« Rien n'a changé depuis les 2 jours où tu es partie, » répondit Sabrina. Son discours s'était presque entièrement rétabli après l'AVC, mais ses jambes, non. L'AVC avait paralysé la moitié inférieure de son corps, rendant impossible de se lever, de se déplacer, d'aller aux toilettes ou de se laver sans aide. En général, elle était clouée au lit. Elena, que Maria Clara avait trouvée après une longue recherche parmi d'autres soignantes, était la seule prête à travailler pour peu d'argent. Elle venait le matin et le soir, mais était toujours prête à revenir si Sabrina avait besoin d'aide, car elle habitait à seulement 2 maisons de la Pointe. Maria Clara fit le lit de sa belle-mère et l'aida à aller à la salle de bain, où Sabrina se lava elle-même. Elles s'installèrent ensuite dans la cuisine pour prendre le thé. Sabrina pouvait se déplacer dans la maison en fauteuil roulant, mais les portes étroites et l'aménagement peu pratique rendaient impossible pour elle de changer de pièce seule. Quand Elena ou Maria Clara était présente, elle la transférait sur un fauteuil et la déplaçait dans l'appartement. Cependant, sortir restait un problème. Le bâtiment n'était pas équipé de rampe ni d'ascenseur, et Sabrina vivait au 3e étage, donc son temps à l'extérieur se limitait à lire ou observer les gens depuis le balcon, assise dans son fauteuil roulant. « C'est tellement agréable quand tu viens »,
dit joyeusement Sabrina à Maria Clara, qui répondit par un sourire fatigué. Elena essaie, mais elle reste une étrangère pour moi, et elle ne traite pas mes soins avec le même respect que toi. Elena n'est pas très sociable, expliqua Maria Clara. Son fils a des problèmes, et elle s'inquiète pour lui. Elle a seulement pris ce travail pour l'aider. C'est mieux d'avoir un fils à problème que d'en avoir un comme le mien, dit tristement Sabrina en secouant la tête. Mais ne restons pas sur des sujets tristes. Comment vont les enfants? Comment vont Larissa et Gabriel? Maria Clara nota mentalement que, une fois de plus, sa belle-mère ne demandait que des nouvelles de ses plus jeunes enfants. Sabrina ne s'intéressait presque jamais à Béatrice, la fille aînée de Maria Clara d'une précédente relation, qui n'avait pas rendu visite à sa grand-mère depuis l'AVC. Maintenant, sa belle-mère ne s'intéressait qu'aux enfants de Maria Clara avec Carlos. Pas un mot sur Béatrice. Tout va bien, Sabrina, répondit évasivement Maria Clara. Gabriel étudie, et Larissa est à la garderie. Elle prépare déjà Noël. Elle va être un flocon de neige ou un écureuil, encore une fois. Comme c'est mignon, sourit Sabrina. Ma petite fille va jouer sur scène. Quel dommage que je ne puisse pas le voir. Je l'enregistrerai et te montrerai tout plus tard, promit Maria Clara. Sabrina, voudrais-tu prendre l'air sur le balcon? Je peux t'habiller chaudement et Y. Emmener. Qu'en penses-tu? Sa belle-mère accepta. Maria Clara sécha soigneusement les cheveux de Sabrina, lui mit un pantalon chaud et un pull, lui noua une écharpe, puis la conduisit en fauteuil roulant jusqu'au balcon. Il ne faisait pas trop froid dehors, surtout sur le balcon, mais Maria Clara ne voulait pas risquer d'exposer sa belle-mère au froid. Dans son état, toute maladie pourrait être désastreuse. Et Maria Clara avait déjà assez de problèmes à gérer. Assise dans la pièce, observant curieusement Sabrina qui regardait la rue et les passants. Maria Clara réfléchit à combien sa vie avait changé au fil des ans. Il y a seulement 10 ans, elle n'avait aucune idée de ce que l'avenir lui réservait. Elle n'aurait jamais pu imaginer ce qui se passait avec son mari, qu'elle aimait et à qui elle avait été fidèle. La chambre de Sabrina exposait encore des photos de mariage de Carlos et Maria Clara, où ils apparaissaient tous les deux extrêmement heureux. Maria Clara était convaincue qu'ils auraient une vie longue et insouciante ensemble, croyant que toutes leurs difficultés étaient derrière eux. « Est-ce que tu m'aimes encore ?» demandait souvent Carlos. Maria Clara souriait toujours. Hochait la tête, l'embrassait et s'appuyait sur son épaule comme si elle vivait dans un conte de fées. Carlos était son prince, un homme qui n'avait pas peur d'épouser une femme avec un enfant, conscient de son passé difficile et prêt à l'accepter telle qu'elle était. Je ne pense pas avoir jamais aimé quelqu'un autant que je t'aime, répondait Maria Clara. Bien qu'elle ne se sente jamais entièrement sincère. Elle aimait vraiment Carlos, mais l'aimait-elle plus que son premier amour, qui avait laissé une cicatrice profonde dans son cœur. Quand elle épousa Carlos, Maria Clara essaya de se convaincre que c'était vrai. Elle croyait que Carlos serait son premier et unique époux légal, avec qui elle aurait des enfants et vivrait une longue vie heureuse. Tu le penses ou tu en es sûr? Demandait Carlos avec un ton jaloux. Maria Clara riait, pensant que si son mari était si jaloux, c'était qu'il l'aimait profondément. Maria Clara avait rencontré Carlos des années auparavant, quand sa fille Béatrice n'avait que 3 ans. Fatiguée de la solitude et ayant perdu foi en des sentiments authentiques et des relations solides, elle sentit son cœur, qu'elle croyait fermé, commencer lentement à s'ouvrir. Carlos avait été très persistant dans sa cour. J'ai une fille, avait averti Maria Clara, mais Carlos n'avait pas été intimidé par la présence d'une petite fille de 3 ans dans la vie de la femme qu'il aimait. Et alors? Tu crois qu'une femme avec un enfant n'a plus le droit d'être heureuse avec un homme? Je ne crois pas qu'il soit possible d'être heureuse avec un homme, avait répondu Maria Clara, exprimant ses sentiments les plus profonds aussi sincèrement qu'elle le pouvait. Fais-moi confiance, tu peux, Carlos avait souri, couvrant Maria Clara de fleurs et de compliments. Il avait construit une bonne relation avec Béatrice, et bientôt, ils avaient commencé à passer plus de temps ensemble en trio. C'était crucial pour Maria Clara voir que l'homme
qui elle avait ouvert son cœur pouvait s'entendre avec sa fille. Maria Clara avait été prudente avant de se lancer dans une relation avec Carlos. Elle l'observait attentivement, essayant d'éviter les mêmes erreurs qu'elle avait faites avant de le rencontrer. Tout changea quand Maria Clara découvrit qu'elle était enceinte. « Je suis enceinte », annonça-t-elle à Carlos, sa voix pleine de confusion. Elle n'était pas prête pour un autre enfant, mais c'était plus qu'une simple nouvelle vie à accueillir, il s'agissait de construire une famille avec Carlos. « Je suis tellement heureux », répondit Carlos, les yeux pétillants de joie, de plaisir et d'anticipation. « Je voulais un bébé. Je veux que tu me donnes un fils. » « Et si c'est une fille ?» demanda prudemment Maria Clara. Carlos sourit, rassurant. « Alors, nous aurons une fille d'abord et un fils plus tard. » Peu de temps après, ils se marièrent. Maria Clara et sa fille Béatrice quittèrent l'auberge près de l'usine de vêtements où Maria Clara travaillait comme couturière pour emménager dans l'appartement de Carlos. « Je ne veux pas que tu travailles à l'usine de vêtements, » dit Carlos. « C'est un travail difficile. Et tu es enceinte. » « Mais il n'y a pas beaucoup de bons emplois en ville, » argumenta Maria Clara. « Où irai-je ? Et je suis enceinte. »« Tu travailleras pour notre entreprise de construction, » répondit Carlos avec confiance, laissant Maria Clara surprise. Travailler dans la construction en étant enceinte, c'est mieux que travailler dans une usine de vêtements. Il rit. « Je ne te propose pas de travailler sur le chantier. Mon patron a besoin d'une assistante pour remplacer une employée qui va subir une chirurgie élective. Il lui faudra au moins 6 mois pour se rétablir, donc tu prendras sa place. Tu as besoin d'un travail calme et stable, et mon patron a besoin d'une secrétaire. Tes tâches ne seront pas compliquées, juste classer des documents et servir du thé aux visiteurs. Ce n'est pas plus difficile que ton travail actuel. » Maria Clara n'objecta pas. En plus, le salaire offert par Carlos était presque le double de ce qu'elle gagnait à l'usine. Le contrat était temporaire mais pratique, et Maria Clara était heureuse. Elle avait du mal à croire que les choses pouvaient s'aligner aussi bien. Pendant plus de 10 ans, elle avait vécu sans espoir de trouver un bon homme qui prendrait soin d'elle et de sa fille. Puis Carlos était entré dans sa vie, apportant un nouveau travail, une meilleure maison et une belle-mère bienveillante. Quand Gabriel est né, Maria Clara s'est plongée dans les défis de la maternité. Ayant de l'expérience avec un petit enfant, elle ne trouvait pas beaucoup de difficultés avec le bébé. Sabrina, sa belle-mère, était solidaire, et Carlos travaillait d'arrache-pied pour économiser de l'argent pour une maison plus grande. « Nous sommes à l'étroit dans cet appartement de 2 chambres, disait-il. Je crois que nous pourrons acheter un appartement de 3 ou 4 chambres dans 1 an ou 2, et ensuite nous aurons un autre enfant. » Maria Clara souriait, satisfaite. Elle était heureuse, la vie avec Carlos était calme et simple. Il résolvait tous les problèmes sans en créer de nouveaux. Comme prévu, Carlos économisa suffisamment d'argent en 2 ans pour que la famille emménage dans un appartement de 3 chambres. Puis il commença à envisager d'avoir un autre enfant. « Es-tu sûr, Carlos ?» demanda Maria Clara, sa voix remplie de doute. « J'aimerais retourner travailler. Depuis la naissance de Gabriel, je suis confinée à la maison. Je pense que je pourrais être plus utile en travaillant. »« Tu travailles déjà ?» répondit son mari. « Tu es ma femme, la mère de nos enfants, et tu gères notre maison. Tant que Gabriel est petit, tu peux rester à la maison avec lui. Tu n'as pas besoin de demander un congé ou de prendre des jours de repos auprès d'un patron. Je gagne suffisamment d'argent. Tu peux continuer à gérer la maison, et quand nous aurons un autre enfant, nous pourrons parler de ton retour au travail. » Maria Clara ne discuta pas davantage avec son mari, Carlos, acceptant qu'il prenne toutes les décisions cruciales pour la famille. Il gagnait l'argent, gérait le budget avec sagesse, et veillait à ce que Maria Clara et les enfants aient tout ce dont ils avaient besoin. Sa belle-mère jouait aussi un rôle vital dans cet arrangement. Elle travaillait encore et aidait à subvenir aux besoins de la famille de son fils, tant financièrement qu'en s'occupant des enfants. Lorsque Maria Clara apprit
qu'elle était enceinte de leur troisième enfant, tout le monde était ravi. Mais quand Larissa est née, quelque chose dans la famille a changé. Maria Clara a remarqué que Carlos s'éloignait d'elle sans raison apparente. Ce n'est qu'après la mort de Carlos qu'elle a découvert qu'il voyait une autre femme depuis qu'elle était enceinte, jusqu'à ce que Larissa ait 2 ans. Ce jour-là, il rentrait du travail avec une autre femme à ses côtés lorsqu'ils ont eu un accident de voiture mortel. Carlos et la femme sont morts sur le coup. Plus tard, lors des funérailles, le mari de la femme a révélé la vérité à Maria Clara. Elle avait déjà demandé le divorce, et Carlos prévoyait de quitter sa famille, mais il n'en a jamais eu l'occasion. Je savais tout, avoua la belle-mère de Maria Clara quelques jours après les funérailles de Carlos. Je savais pour Renata, qu'elle était enceinte, et que Carlos prévoyait de te quitter pour elle. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Demanda Maria Clara, se sentant trahie une fois de plus, cette fois par la mère de son défunt mari. Parce que j'étais contre, rétorqua Sabrina. J'ai essayé de raisonner Carlos, de lui faire voir la raison. Il avait des enfants, des responsabilités. Il a juré qu'il n'abandonnerait pas ses enfants, mais il ne quitterait pas non plus Renata. Dieu les a tous les deux punis. Il m'a aussi puni, n'est-ce pas? Maria Clara pleurait, se sentant trop épuisée pour verser d'autres larmes. Tu étais simplement une victime des circonstances, dit sa belle-mère. Sabrina fut profondément affectée par la mort de son fils unique, Carlos. Autrefois active, elle quitta son emploi, devint recluse, cessa de voir ses amis et subit un AVC moins d'1 an plus tard. Gérante d'un restaurant, vendeuse de biens pour la maison dans un magasin, ou femme de ménage. Dans une maison de campagne, se sentant accomplie, Maria Clara commença à cuisiner. Lorsqu'elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir. Sachant que ses autres enfants, Gabriel et Larissa, étaient déjà à la maison, elle supposa qu'il s'agissait de sa fille aînée, Béatrice. En effet, Béatrice se tenait dans le couloir avec son sac, visiblement mécontente d'être rentrée. Maria Clara l'accueillit, décidant de ne pas faire de scène. Après tout, elle savait que Béatrice aurait d'innombrables réponses à toute critique. PFF, grommela Béatrice en enlevant son manteau. Je pensais que tu ne reviendrais plus. Je t'ai attendu chaque minute. As-tu faim? Demanda Maria Clara. Béatrice jeta un regard affamé à sa mère. Maria Clara ressentit un mélange d'émotions envers sa fille. D'un côté, elle plaignait Béatrice qui, dans une tentative d'affirmer son indépendance et sa maturité, s'était révélée être une petite fille impuissante, forcée de revenir à la maison. D'un autre côté, Maria Clara savait que c'était inévitable, commencer une vie indépendante à 14 ans sans y être préparée était insensé et imprudent. Malgré les prétentions de Béatrice à la maturité et à la sagesse, elle en était encore loin. Ce soir-là, pour la première fois depuis des jours, toute la famille dîna ensemble. Maria Clara ressentit un sentiment de calme, malgré les défis à venir. Gabriel jetait de temps en temps un coup d'œil à sa grande sœur, mais restait silencieux. Maria Clara s'abstint de gronder qui que ce soit. Le lendemain matin, Maria Clara se réveilla de meilleure humeur qu'elle ne l'avait été ces derniers jours. Même la vue de Francisca à la réception ne gâcha pas son humeur. Va au service comptabilité pour déposer une demande de réduction, lui rappela Francisca. Maria Clara se contenta de hocher la tête en réponse. Elle avait peu d'espoir que son supérieur oublie un incident impliquant un client qui s'était endormi après le déjeuner. Plus tard, elle reçut un appel du restaurant, l'invitant à un entretien. Serait-ce la fin de ma malchance, pensa Maria Clara, ressentant une vague d'espoir. La rencontre avec le directeur du restaurant était prévue pour le lendemain. Maintenant, elle devait trouver comment avoir le temps de préparer le dîner et de superviser les enfants avant l'école et la maternelle. Ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout, lui dit Béatrice ce soir-là après que Maria Clara lui eut mentionné son entretien. Tu peux y aller. Sans te soucier de rien. Maria Clara fut surprise. Béatrice semblait maussade mais moins
confrontante que d'habitude. Que s'était-il passé pendant son absence? Maria Clara se demandait si le jeune homme avec qui Béatrice avait séjourné l'avait blessée. Elle pensa à interroger Béatrice, mais n'osa pas risquer de perturber la paix fragile qui était revenue dans la famille. Merci, Béatrice, fut tout ce que Maria Clara put dire, regardant sa fille aînée avec reconnaissance. La tempête de neige soudaine du lendemain a perturbé tous les plans. Trouver un taxi après le travail est devenu un véritable défi. Maria Clara, qui espérait décrocher un nouvel emploi, s'inquiétait soudain de manquer l'occasion de faire bonne impression. Sa collègue était également en retard à cause du mauvais temps, ce qui laissa Maria Clara avec du temps supplémentaire, aggravant une situation déjà difficile. Enroulée dans son manteau et utilisant son écharpe pour protéger sa tête du vent, Maria Clara tenta de faire de l'autostop. Les voitures passaient sans s'arrêter, et personne ne semblait disposé à aider par un temps pareil, même pas contre rémunération. Excusez-moi, connaissez-vous l'horaire des bus? Maria Clara se retourna pour voir un vieil homme s'approcher d'elle, car il n'y avait personne d'autre autour. Elle remarqua qu'il n'était pas habillé pour le froid, portant un manteau léger, une casquette, et des chaussures à semelles fines. Elle se demanda d'où il pouvait venir par un temps pareil à cette heure-ci. Grand-père, les bus ne circulent plus beaucoup à cette heure, répondit Maria Clara. Il est presque 18 heures. Votre seule option est un taxi. Un taxi. Le vieil homme la regarda avec incrédulité. Et comment en obtenir un? En appelant un numéro ou en utilisant une application, mais il n'y a pas de voiture disponible. J'ai essayé. Je suis gelé. Moi aussi, se plaignit le vieil homme. Maria Clara le regarda, surprise. Vu le temps et son état, il n'était pas étonnant qu'il ait froid. Je dois voir mon fils. J'ai promis de le rencontrer, et il m'attendra à la gare. Je me suis trompé de bus et me suis retrouvé en centre-ville. Comment puis-je y aller maintenant? Maria Clara voulait lui dire qu'elle ne pouvait pas l'aider, mais à ce moment-là, une voiture s'arrêta à proximité. Où devez-vous aller? Demanda le conducteur, regardant le vieil homme. Maria Clara répondit avec assurance, d'abord à la gare, puis au grand restaurant. Quand le chauffeur donna son tarif, Maria Clara s'exclama, c'est un prix si élevé pour un trajet de 15 minutes. Mais il n'y avait pas d'autre choix. Elle aida soigneusement le vieil homme à monter à l'arrière et s'assit à côté de lui. Je n'ai que quelques pièces sur moi, se plaignit le vieil homme en fouillant dans la poche de son manteau. Je paierai, dit Maria Clara. Vous pouvez descendre à la gare, et je continuerai ma route. Mais je ne peux pas faire ça, protesta le vieil homme. Ce n'est pas juste. Laissez-moi vous donner une partie du tarif maintenant, et je réglerai le reste plus tard. Comme ça, nous serons quittes. Continuons simplement de rouler sans distraire le chauffeur, suggéra Maria Clara. Non, ça ne va pas, insista le vieil homme, cherchant encore dans sa poche. Je veux payer ma part. Ne vous inquiétez pas pour le tarif maintenant. Vous pourriez avoir besoin de cet argent plus tard. Maria Clara décida de ne pas argumenter avec lui, sachant que ce serait inutile et potentiellement stressant pour l'homme. Je vous donnerai mon adresse, et vous pourrez apporter l'argent quand vous le pourrez. Ou si votre fils vous rend visite, il pourra apporter l'argent plus tard. Le vieil homme accepta à contre-ségur. Maria Clara écrivit son adresse sur un bout de papier et le glissa dans la poche du manteau de l'homme. Puis elle vérifia sa montre et soupira de soulagement. Il restait encore assez de temps. Après avoir déposé le vieil homme à la gare, Maria Clara lui fit un signe d'adieu et espéra que cette bonne action lui porterait chance pour obtenir le poste. L'issue de l'entretien restait incertaine, mais Maria Clara appréciait le restaurant, les conditions de travail, et la directrice, une femme agréable dans la cinquantaine. Merci d'être venu, dit la directrice. Nous avons d'autres candidats, donc nous vous contacterons avec le résultat. Maria Clara, toujours pleine d'espoir, prit un autre moyen de transport pour rentrer chez elle. Dépensant la moitié de l'argent cette fois, mais cela pesait tout de même sur son budget modeste. Maman!
Béatrice a préparé le dîner. Gabriel accueillit Maria Clara à la porte, l'air satisfait. Et c'était délicieux. Maria Clara resta figée de surprise. Sa fille habituellement critique avait-elle cuisiné quelque chose toute seule? Maria Clara n'avait aucune idée que sa fille aînée, Béatrice, savait cuisiner. Béatrice, c'est vrai, demanda Maria Clara en entrant dans la cuisine et en voyant l'évier rempli de vaisselle sale. Tu as cuisiné tout ça? Oui, répondit Béatrice avec son indifférence habituelle. Gabriel et Larissa avaient faim, alors. J'ai fait un repas. Goûte-le. Tu n'aimeras peut-être pas. Maria Clara s'assit à la table, et une assiette de paella apparut devant elle. Ce n'était pas une paella authentique, juste un mélange de riz, de légumes, et de viande, mais c'était excellent. C'est très bon, s'exclama Maria Clara, terminant sa portion en quelques minutes. Je pensais à ce que je pourrais cuisiner en rentrant, et toi, tu es ma fille intelligente. Béatrice esquissa un léger sourire, mais le réprima rapidement. Maria Clara se sentait si légère et détendue qu'elle voulait sauter et danser dans la cuisine. Qui se soucie des difficultés financières? Qui se soucie du manque de vie personnelle? Elle avait des enfants merveilleux. Même Béatrice, avec qui sa relation semblait irréparablement endommagée, avait soudainement préparé un bon repas et n'était plus en conflit avec elle. Le lendemain matin, Maria Clara regarda par la fenêtre et décida de ne pas envoyer ses enfants plus âgés à l'école ni d'emmener sa plus jeune fille à la maternelle à travers les congères. Que diriez-vous d'une journée paresseuse, suggéra-t-elle en ouvrant les rideaux. Larissa et Gabriel répondirent par des applaudissements enthousiastes. Béatrice fut plus réservée, mais le soulagement sur son visage était évident, elle était heureuse de ne pas avoir à affronter la neige fraîchement tombée. Ensemble, ils préparèrent et savourèrent le petit déjeuner, puis s'installèrent sur le canapé du salon pour débattre de ce qu'ils allaient regarder à la télévision. Dessins animés, exigea Larissa. Les dessins animés, c'est pour les bébés. Regardons un film d'action, protesta Gabriel. Je serai dans ma chambre à surfer sur Internet, murmura Béatrice avant de se retirer dans sa chambre. Maria Clara parvint à convaincre ses plus jeunes enfants de regarder un film sur les animaux. Mais à la condition qu'ils regardent ensuite un dessin animé pour Larissa et un film de samouraï pour Gabriel. Ils continuèrent ainsi pendant que les trois terminaient leur dessin, quand la sonnette retentit. Je vais ouvrir, dit Béatrice en quittant la pièce et en se dirigeant vers la porte. Maman, c'est pour toi, cria-t-elle depuis le couloir. Étonnée d'avoir une visite en pleine semaine, Maria Clara se dirigea vers la porte. À sa grande surprise, c'était le vieil homme à qui elle avait payé le trajet jusqu'à la gare. Oh, comme il est persévérant, un homme de parole, pensa Maria Clara en lui souriant. Cette fois, le vieil homme était habillé convenablement pour le temps, portant un long manteau isolant, un bonnet de laine, et des bottes à semelles épaisses. Entrez, pourquoi restez-vous sur le pas de la porte? Maria Clara essaya de l'inviter à entrer. Mais il refusa. C'est alors qu'elle remarqua une autre silhouette à côté de lui. La lumière du couloir était éteinte, et elle ne reconnut pas immédiatement le deuxième homme. Voici mon fils, Raphaël, dit fièrement le vieil homme. L'homme plus jeune fit un pas en avant. Et en le voyant, Maria Clara se sentit désorientée. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas vrai, s'exclama-t-elle, fixant l'homme, incertaine de savoir si c'était un rêve ou la réalité. Raphaël, dit-elle, sa voix à peine audible. L'homme tendit la main à Maria Clara, mais elle resta en suspens. Maria Clara, c'est bien toi? C'est moi, répondit-elle, sentant le sang se retirer de son visage. Tu te sens mal? Demanda-t-il en s'approchant. Maria Clara secoua la tête, regardant le vieil homme avec impuissance. Entrez, dit-elle faiblement, avant de se retirer dans la cuisine. Elle avait besoin d'un moment pour reprendre son souffle et organiser ses pensées. Sans se retourner, elle savait que Raphaël était dans la même pièce. Elle pouvait entendre sa respiration. Dans le silence, elle avait même l'impression d'entendre son propre cœur battre dans sa poitrine. Je ne pensais jamais te revoir, dit Raphaël, rompant le silence. Maria Clara se tourna pour le voir debout à l'entrée de la cuisine,
tandis que son père était assis à la table. Moi non plus, répondit-elle. Béatrice entra dans la cuisine, regardant autour d'elle avec surprise avant de se tourner vers sa mère avec un regard interrogateur. Je mets l'eau à bouillir, demanda-t-elle. Maria Clara hocha la tête en guise de réponse. Raphaël regarda Béatrice, son regard s'attardant sur la jeune fille. Une question muette flottait dans l'air, mais Maria Clara comprenait ce que Raphaël voulait demander. Elle et Raphaël s'étaient rencontrés des années auparavant lors de leur première année d'université. Après quelques mois, il était clair qu'il y avait plus qu'une simple amitié entre eux. Maria Clara était tombée amoureuse pour la première fois, sincèrement et profondément. Rien que de penser à Raphaël faisait battre son cœur plus vite. Il partageait ses sentiments et ne les cachait pas. Un avenir heureux semblait se dessiner pour eux. Cependant, la mère de Raphaël, Rosa, était la doyenne de l'université et désapprouvait la relation de son fils avec une fille issue d'une famille troublée. « Tu n'es pas faite pour mon fils », avait déclaré Rosa lors de leur première rencontre. Aveuglée par l'amour, Maria Clara avait ignoré les avertissements de la mère protectrice. Raphaël était un adulte et pouvait prendre ses propres décisions, du moins, c'est ce que Maria Clara croyait. Ils se rencontraient en secret dans sa chambre universitaire, loin des regards de Rosa. Mais Rosa savait que leur relation continuait. Elle était remplie de frustration mais se sentait impuissante. « Je t'aime, Raphaël », avait un jour déclaré Maria Clara, et elle croyait totalement en ces mots. Elle était en dernière année d'université quand elle découvrit qu'elle était enceinte. Le médecin qui confirma sa grossesse était une amie de Rosa et l'informa immédiatement. « Voici l'argent », dit Rosa en apparaissant dans la chambre de Maria Clara. « Débarrasse-t'en. Il y en a assez pour l'intervention et une compensation morale. Laisse mon fils tranquille. » Je n'ai rien fait de mal, Maria Clara tenta de rester calme. Nous nous aimons, et je ne ferai pas ce que vous demandez. Quelle idiote, s'exclama Rosa. Tu te mets toi-même la corde au cou. Tu sais que Raphaël a une autre femme, une fille belle et intelligente, la fille de mon ami. Avec toi, il ne fait que s'amuser, mais c'est elle qui l'épousera. Maria Clara sentit le sang se retirer de son visage. Ce n'est pas vrai. Vous mentez. S'écria-t-elle point. Je n'ai jamais trompé personne, répondit Rosa, le visage rouge de colère. Mais toi, tu viens d'une famille d'alcooliques qui mentent juste pour obtenir de l'argent pour une bouteille. Mon fils ne t'épousera pas, il ne fait que se servir de toi pour son plaisir. Tu ferais mieux de prendre l'argent et de faire ce que j'ai dit. Sinon quoi, défia Maria Clara. Sinon je m'arrangerai pour que tu sois expulsé de l'université et laissé sans travail ni moyen de subvenir à tes besoins. Maria Clara répondit par un hochement de tête défiant. Dès que Rosa partit, elle appela immédiatement Raphaël. Il ne répondit pas, et dans les jours qui suivirent, il ne revint pas à l'université. Plus tard, elle apprit que la grand-mère de Raphaël était tombée malade, et qu'il était parti dans un autre état. Maria Clara tenta de le joindre, mais il ne répondit jamais. Bientôt, la seule réponse qu'elle reçut fut la voix mécanique du répondeur, l'abonné est temporairement indisponible. Comme Rosa l'avait menacé, Maria Clara fut expulsée de l'université pour des violations disciplinaires, se retrouvant sans diplôme et sans possibilité de rester au dortoir. Mais elle avait une fille en bonne santé, qu'elle nomma comme sa grand-mère. Maria Clara et Raphaël ne s'étaient pas revus depuis des années. Maintenant, il était dans sa cuisine, debout à côté de sa fille, la regardant en face. « Parlons », proposa-t-il. « De quoi ?» répondit-elle en haussant les épaules. « Ça fait tellement d'années. » Qu'y a-t-il à dire ? Peut-être le fait que j'ai un enfant, dit Raphaël. Entendant la conversation, Béatrice frissonna et regarda sa mère. Maria Clara décida qu'il ne valait pas la peine de mentir ou de cacher la vérité. Ils étaient tous adultes et savaient qu'un mensonge finirait par être révélé. « Tu as une fille, dit-elle, et c'est étrange que tu ne t'en sois jamais soucié pendant toutes ces années de sa vie. » Le vieil homme, assis à la table en attendant le thé,
regarda anxieusement tout le monde. Fils, qu'est-ce que cette femme raconte? Tu as une fille? Ton fils a une fille, répondit Maria Clara à la place de Raphaël. Une fille que sa femme a refusé de reconnaître ou de rencontrer. Elle a fait en sorte que son fils ne sache pas qu'elle existait, ou est-ce Raphaël lui-même qui ne voulait pas savoir? Les larmes commencèrent à monter aux yeux de Maria Clara. Elle ne voulait plus lutter contre elle, ni mentir ou se cacher. Tout ce qu'elle souhaitait, c'était se blottir dans une couverture et fuir tout ça. Je voulais savoir, répondit Raphaël. Ma mère m'a envoyé précipitamment chez ma grand-mère à cause de sa santé. Je n'ai même pas eu la chance de te dire au revoir. Ma mère a pris mon téléphone et a prétendu l'avoir perdu. Je l'ai cru. Oui, j'ai toujours fait confiance à ma mère. J'ai essayé de te retrouver par des amis, de savoir où tu étais et comment tu allais. Mais tu n'étais plus à l'université. Ce n'est que lorsqu'elle était en train de mourir que ma mère a tout avoué. Elle regrettait ses actions. Notre ville est trop petite pour que tu ne m'aies pas trouvé, Maria Clara. Et il semble que tu n'aies pas été aussi persévérant que tes parents, répliqua Maria Clara avec amertume. Raphaël regarda maintenant Béatrice, qui soutenait son regard. Sauf que tu t'es marié, tu as changé de nom de famille, et j'ai réalisé qu'il était trop tard pour changer quoi que ce soit. Tu avais ta vie, et j'avais la mienne. Nous avons suivi des chemins différents. Je me suis marié des années après la naissance de Béatrice. Tu avais des années pour me retrouver et retrouver ta fille. Toutes ces années, je ne savais pas que j'avais une fille, dit Raphaël, la voix tremblante. Maria Clara ne put se retenir plus longtemps et commença à pleurer. Béatrice courut pour embrasser sa mère, des larmes coulant des deux côtés, des larmes de ressentiment, de colère, de désespoir et de nostalgie. Une heure plus tard, tout le monde était assis en silence à la table, sirotant du thé. Le vieil homme, la principale raison de cette réunion, restait silencieux, s'essuyant de temps en temps les yeux avec une serviette. Raphaël regardait Maria Clara, qui évitait son regard. Elle ressentait une sensation douloureuse mais incroyablement libératrice, comme si une avalanche massive d'émotions l'avait recouverte pendant des années. Maria Clara avait vécu une vie qui n'était pas vraiment la sienne, et maintenant elle se tenait au bord d'un changement significatif. Elle ne savait pas si ces changements seraient pour le mieux ou non, mais elle était déterminée à ne plus se laisser blesser. Ma mère a tout avoué des années après notre séparation, dit Raphaël. Elle était gravement malade, tourmentée non pas tant physiquement que moralement. Elle a réalisé qu'elle avait agi contre ma volonté et que quelque part, là-bas, se trouvait son unique petite fille, une enfant qu'elle ne rencontrerait jamais. Maman regrettait ce qu'elle t'avait fait, et surtout, elle regrettait de ne jamais avoir pu te demander pardon. Tu as d'autres enfants? Demanda Béatrice à Raphaël. Malheureusement, non. Je me suis marié, mais je ne me suis jamais senti complet. Toutes ces années, j'ai eu l'impression de jouer un rôle. J'ai travaillé dur, gagné de l'argent, aidé les autres, mais j'ai échoué à aider ma propre fille. Je suppose qu'il n'y a pas de pardon pour moi. Le pardon est toujours nécessaire, répondit Béatrice de manière inattendue. N'est-ce pas, maman? Tu me pardonneras d'avoir agi comme une idiote, n'est-ce pas? Je me suis mal comporté et je le regrette maintenant. J'ai vu d'autres parents et j'ai réalisé que tu n'es pas seulement bonne, mais la meilleure. Maria Clara sourit à travers ses larmes. Le téléphone sonna, c'était le gérant du restaurant où Maria Clara avait passé un entretien la veille. Bonjour, nous sommes prêts à vous offrir le poste, dit la femme. Êtes-vous prête à commencer? Je suis prête, répondit Maria Clara, réalisant qu'elle était prête pour tout, un nouvel emploi et une nouvelle vie. Si le destin lui avait donné une seconde chance de se reconnecter avec Raphaël, cela devait signifier quelque chose.